Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le sujet de cette petite vidéo, équilibration et déplacement, nous allons étudier les fonctions processus, c'est-à-dire l'ensemble des activités à mettre en œuvre pour construire l'équilibration dans les déplacements. Dans la vidéo précédente de présentation, nous avons distingué deux grandes classes de tâches posant des problèmes d'équilibration. La dominante statique, organisée par rapport à la surface d'équilibration, ici entre mes deux pieds, et aux repères habituels, les yeux, l'horizontale, etc. Et nous avons distingué les équilibrations en dominante dynamique, organisées par rapport à la tête, comme plateforme mobile, dans laquelle tête qui va permettre de fonctionner malgré la perte des repères habituels. Nous vous avons présenté les différents référentiels organisateurs de l'équilibre, à partir desquels vous devez analyser plus finement les tâches du point de vue de l'équilibration. Référentiel pédocentré, référentiel céphalocentré, oculocentré, etc. Et en quoi les activités remettent en cause ces référentiels. Ça, c'est le travail que vous avez à faire. Comment et quelles sont les fonctions processus qui nous intéressent? La première, la fonction de repérage spatio-temporel. Cette fonction de repérage spatio-temporel, nous en avons déjà parlé quand nous avons traité des activités à habileté sémiotrice, où nous avons parlé des fonctions de localisation et d'assimilation. Qu'est-ce qu'on va utiliser à nouveau dans cette fonction de repérage spatio-temporel? Nous allons utiliser le référentiel égocentré à centration externe. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça fonctionne? Dans les classes d'habileté à dominante statique sans déplacement, la planche, ou avec déplacement sans remise en cause des référentiels de l'équilibre, la course, vous fixez un point, une ligne, vous évaluez la distance grâce à la convergence binoculaire, vous placez, vous organisez votre placement tête-corps par rapport à cette centration, c'est parce que vous regardez le point qui est là en bas, ou vous regardez l'horizontale, que vous allez vous équilibrer. Vous placez la verticale de votre corps par rapport à la surface d'équilibration. En biomécanique, on vous parlera du polygone de sensation. Aux appuis en interaction avec le substrat, avec les informations plantaires, les informations articulaires au niveau des chevilles, au niveau des genoux, vous utilisez les informations géocentrées de l'oreille interne qui déterminent la position par rapport à la verticale. Vous utilisez la fonction de repérage spatial. Et quand vous travaillez l'équilibration, vous développez cette fonction de repérage spatial. Et vous construisez, avec ça, l'espace de mouvement psychosensorimoteur, c'est-à-dire votre position dans l'espace par rapport à l'environnement, votre déplacement par rapport à l'espace et dans l'environnement. Et vous allez utiliser, notamment dans les habiletés à dominante dynamique, le référentiel égocentré à centration interne. On en a déjà parlé. C'est l'histoire du train qui défile sur le côté du visage, sur la vision périphérique. Vous percevez les mouvements de l'espace sur la vision périphérique, ce qui permet de situer l'espace par rapport au corps. Vous l'avez vu dans la vidéo avec les rotations au saltéo avant. Vous percevez les rotations, angle, vitesse, vous percevez les déplacements, vitesse et accélération, et c'est toujours l'oreille interne. Et là, par contre, vous évaluez une temporalité par rapport à l'espace. Tout à l'heure, c'était l'espace qui est organisé. Maintenant, c'est la temporalité du temps qui, au regard de ce qui défile sur la vision périphérique et au regard de ce qui est perçu en oreille interne, vous donne des éléments de temps. Vous complétez ça par des sensations et perceptions proprioceptives, non conscientes, la longueur des muscles, position des articulations, ce qui renvoie au schéma corporel, et vous le complétez par des centrations visuelles en vision centrale sur différentes parties du corps. Quand vous faites un salto, vous regardez vos genoux. Vous mettez en œuvre, à nouveau, la fonction de repérage spatio-temporel qui complète la précédente. On pourrait dire la fonction de repérage temporo-spatial, c'est pas très joli, donc on l'a laissé dans cet ordre-là, mais c'est bien une construction par rapport au temps qui est première. Et vous pouvez utiliser le référentiel exocentré et la construction de l'espace idéomoteur, c'est-à-dire une représentation de la position de votre corps dans l'espace personnel. Je rappelle que l'espace personnel, c'est l'espace du grand cylindre, et mobiliser les sensations correspondantes connues.
l'expert en gymnastique, il n'a pas besoin de contrôler ce qui se passe. Il connaît suffisamment son corps pour avoir une représentation de ce qu'il doit faire. Y aller directement, vous voyez, moi je suis pas au point, hop, y aller directement, et faire correspondre des sensations dans les fesses, dans les pieds, avec sa représentation. Il utilise la fonction de localisation qui complète cette fonction de repérage spatio-temporel. Nous allons enchaîner pour étudier les deux composantes de toute action motrice, qui sont la posture et le mouvement, deux composantes continuelles qui organisent le fonctionnement du sujet. Alors, deux composantes dans la construction du mouvement. La première composante, c'est la posture. Vous voyez ici un petit bonhomme dans lequel ont été dessinées les zones d'amortissement que sont le bassin, que sont les articulations, etc., que sont le diaphragme. C'est tiré de Paoletti, un bouquin sur les fascias. Et donc la posture, c'est l'ensemble des modules organisés les uns par rapport aux autres et par rapport à la pesanteur. Qu'est-ce que c'est que ces modules? La tête est un module, le tronc est un module, les différents bras deviennent des modules, les jambes sont des modules. Ils sont organisés par rapport à la pesanteur, à la référentielle verticale, mais bien évidemment pas seulement, puisque cette posture devra aussi être organisée grâce aux différents référentiels pointés et définis par Paillard. Donc ces modules, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils sont reliés les uns aux autres par la musculature antigravitaire, c'est-à-dire cette musculature qui tient le corps, qui est souvent une musculature profonde, mais qui comprend bien souvent un certain nombre d'extenseurs, qui comprend aussi une musculature dans le dos, etc. Elle est reliée aux autres par des muscles fixateurs, notamment dans l'épaule. Quand vous bougez l'épaule, vous avez entre les omoplates un certain nombre de muscles fixateurs comme le rhomboïde ou le sus ou sous-épineux qui participent de la construction de la posture. Et nous avons des muscles bi- ou triarticulaires qui vont permettre de faire le lien entre le ventre et le bassin, la cuisse et le genou, avec par exemple le droit antérieur. Cette posture, elle est régulée par un tonus. Le tonus, c'est l'état de tension des muscles. Et nous avons différents tonus qui vont participer à la construction de la posture. Le premier tonus, c'est le tonus de fond ou de base. Il est constitué de l'état de légère tension isométrique des muscles. Cet état de tension est involontaire et permanente, même au repos. Ça veut dire qu'il ne disparaît pas complètement, y compris dans le sommeil, où il y a toujours persistance de tension chronique. Et donc ce tonus de fond, il maintient la cohésion des différentes parties du corps et soutient le sentiment d'unité corporelle. Souvent, on dit qu'il représente le substrat de l'affectivité et des émotions. Notre histoire personnelle s'inscrit dans ce tonus de fond et notre état de tension correspondant. Il porte la charge expressive du mouvement. Il est géré, pour ceux que ça intéresse, par le tronc cérébral et grâce au réflexe myotatique. Et il est lié à notre état de vigilance, à notre état d'éveil, avec une influence réciproque entre la vigilance plutôt mentale et puis l'éveil physiologique. Et ce qui est encore plus important et qui va participer à la construction de la posture et au mouvement, c'est le tonus de soutien, ou tonus postural, qui se caractérise par des expressions toniques organisées au service d'une fonction spécifique et se traduit par des postures qui sont des prédispositions toniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on prépare la posture à l'action qui va suivre en préparant le tonus de soutien. Et c'est sur cette activité de base que va s'organiser l'activité dynamique. Il correspond bien évidemment, ce tonus de soutien, à une activité dans l'ensemble des muscles qui vont soutenir la posture, les musculatures antigravitaires, les muscles fixateurs, un peu moins les muscles bi- ou triarticulaires. Il va donc participer à la construction de la posture et à son positionnement en anticipation par rapport au mouvement, ce que nous allons voir dans le petit film qui va suivre, c'est-à-dire que tout mouvement va avoir une composante téléocinétique qui va construire le mouvement et une composante qui va placer, organiser la posture pour permettre à cette posture de s'adapter au mouvement futur. Nous allons donc voir la fonction téléocinétique et la fonction éréismatique qui permet le maintien de cette posture. Et nous allons tout de suite dire
qu'il va être nécessaire pour une équilibration réussie que cette posture fonctionne en anticipation des déséquilibres à venir, le débutant, lui, fonctionnant par régulation après l'action. Nous passons donc au petit film pour expliquer ces deux fonctions. L'équilibration suppose une solidité et une unité du corps qui est possible grâce à une autre fonction, la fonction éréismatique. En effet, toute action comprend deux dimensions, le mouvement lui-même et la posture qui supporte le mouvement. La posture, c'est un ensemble de mouvements, de modules organisés les uns par rapport aux autres et par rapport à la pesanteur. Ils sont reliés les uns aux autres par la musculature antigravitaire, par des muscles bi- ou tri-articulaires et des fascias qui s'organisent en chaînes musculaires et donnent la cohérence d'ensemble et la solidité au corps. Le tonus principal impliqué est le tonus de soutien. La solidité de la posture et la liaison aux appuis et aux extrémités en mouvement, comme ici dans l'escalade, est ainsi assurée par la fonction éréismatique qui favorise l'élaboration d'un support postural. Elle concerne principalement la solidité du tronc d'une part et la liaison assurée par les charnières d'autre part. On parle à tort de gainage, mais c'est essentiellement du gainage. Par contre, le mouvement est assuré par la fonction téléocinétique. Dans les équilibrations statiques, la relation à l'environnement est assurée par les appuis au niveau du centre de pression. Tout mouvement effectué par un membre sur la posture entraîne une modification de celle-ci. Régulation qui est effectuée par la fonction éréismatique. Regardez bien ici quand il va pousser, comment va se faire la transmission aux autres parties du corps grâce à cette fonction éréismatique. La qualité de l'appui en relation avec l'environnement, le déplacement du membre, la mise en mouvement d'une partie du corps et du corps lui-même, comme vous le voyez ici, sont assurés par la fonction téléocinétique sollicitant le tonus d'action qui va permettre cette propulsion, ce mouvement. Nous pouvons donc résumer les fonctions processus de l'équilibration sur ce schéma. En haut, la fonction téléocinétique, celle des appuis en relation avec l'environnement et celle qui va créer le mouvement. À gauche, la fonction éréismatique. C'est celle qui transmet les forces à l'ensemble du corps, qui crée la solidité du corps. Les deux regroupés, téléocinétique et éréismatique, constituant la fonction posturocinétique, adaptation de la posture dans le mouvement. Et enfin, la troisième fonction, dont nous avons déjà parlé, la fonction de repérage spatio-temporel. Vous venez donc de voir, sur un grimpeur, la fonction téléocinétique, c'est-à-dire celle qui construit l'action, et la fonction éréismatique qui, elle, soutient, qui permet aux charnières de s'organiser, au tronc d'être solide et qui permet la transmission et la solidité entre les appuis qui construisent le mouvement et la posture. Le débutant, il va fonctionner par feedback. Ça veut dire qu'il va rattraper au fur et à mesure ses déséquilibres parce qu'il n'a pas anticipé la posture en vue des déséquilibres à venir. L'expert, quant à lui, eh bien, il va fonctionner ce qu'on appelle par feed-forward, c'est-à-dire en anticipation des déséquilibres à venir, en organisant sa posture et notamment sa musculature de soutien pour préparer l'action qui va suivre. Le volleyeur, il se place dans une attitude active sur les avant-pieds, les bras placés, ce qui permet de mettre en tension l'ensemble de ses muscles et ce qui va lui permettre d'agir rapidement. Quand vous allez monter dans une barque, le débutant, il va monter dans la barque va basculer, déséquilibre. L'expert, il va monter dans la barque en ayant anticipé que s'il pose son pied sur la gauche de la barque, ça va aller vers la gauche. Donc, il va déjà organiser sa posture dans la descente de façon à avoir anticipé ce qui va se passer. Il a construit ce qui apparemment n'est pas utile dans le mouvement, mais qui va permettre d'éviter le déséquilibre à venir, qui va permettre à une réception de saut de se placer vers l'arrière parce qu'il y a une énergie cinétique qui va vers l'avant et pour éviter d'être déséquilibré. Voilà la différence fondamentale entre le débutant et l'expert. Et l'équilibration sera toujours à améliorer et à construire et ce sera bien souvent le premier problème à résoudre chez un débutant. Je vous remercie de votre attention. Nous allons pouvoir passer à la suite la semaine prochaine sur la question de la propulsion et des coordinations, c'est-à-dire comment on va construire les coordinations dans la propulsion. Et donc, on va intégrer équilibration, propulsion et coordination dans la prochaine séance. Merci de votre attention.